je le disais tout à l'heure, les amis, aujourd'hui, c'est la porte ouverte de la radio et on a... Un message reçu 5 sur 5 par les auditeurs de NTI. Ils sont une petite centaine, des jeunes, des moins jeunes, à avoir pu visiter les coulisses de leur radio préférée. Pour faire découvrir à mes enfants le studio, tu par nostalgie ou... Ça fait un certain temps que j'écoute NTI, principalement pour les titres qui sont diffusés, pour une histoire de publicité, les quantités de publicité qui y passent par rapport aux autres radios. Ils ont également rencontré les animateurs, les techniciens, les DJ, 15 bénévoles et un salarié qui font vivre quotidiennement cette radio résolument dance et électro. C'est comme aller faire du sport. Nous, ça nous détend, ça nous fait du bien. En plus, on est une bonne équipe. Ça permet aussi de former des jeunes qui n'auraient pas la possibilité d'essayer le métier. On leur permet de venir faire des stages, d'ouvrir leurs portes. Et puis, une radio associative, ça permet aussi de rencontrer plein de gens, tout simplement, et faire vivre la localité. NTI totalise actuellement plus de 64 000 auditeurs en audience globale. Et ce n'est qu'un début. La radio électro teste actuellement le bouquet de la RNT, la radio numérique terrestre. Les gens ne viennent pas par hasard nous écouter, ils viennent sur NTI parce qu'ils aiment notre musique. Notre but, ce serait de couvrir totalement la zone de Nantes, justement, par rapport à la RNT, ce qu'on a difficilement en FM à l'heure actuelle. On pense que c'est un projet très viable et qui aura lieu dans quelques années. Émeric et Alexandre sont emballés. Les deux jeunes DJ se verraient bien eux aussi un jour derrière le micro. Car NTI, c'est grâce à vous, tout simplement. Merci. Frisquette, Ursus et le zoo de la Boissière du Doré sont heureux de vous faire part de la naissance d'un joli petit ourson. Le bébé de 6 ou 8 semaines se porte comme un charme. Il est apparu dans les pattes de sa maman lorsqu'elle sortait de sa tanière à la fin de l'hivernation. Une belle surprise pour les soigneurs du parc qui ne s'y attendaient pas. C'est totalement la surprise pour nous parce que notre mâle est très âgé, quand même 32 ans, c'est très important pour un ours brun. Donc on n'imaginait pas qu'il se passe grand-chose finalement. Et puis la bonne surprise a été que finalement il s'est passé quelque chose et surtout que Frisquette, malgré le fait que ce soit son premier petit, a un comportement maternel très développé et s'en occupe parfaitement bien. Pour le moment, l'ourson est trop petit pour être approché. Les soigneurs du zoo ne savent toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Donc l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, elle apprenne à son petit à la suivre dans le bâtiment pour qu'on puisse la mettre en box. Et puis une fois qu'on pourra la séparer de son petit, c'est là qu'on pourra intervenir avec le vétérinaire. C'est à ce moment-là qu'on va sexer l'animal, donc connaître son sexe, savoir si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Et ensuite, on pourra le pucer. Donc on va lui mettre un transpondeur électronique sous la peau, comme pour un chien ou pour un chat, pour l'identifier et qu'il soit inscrit dans les registres réglementaires. C'est minuscule quand on voit des parents à côté, c'est toujours surprenant, mais c'est adorable. Hein. Le geste maternel qu'elle peut avoir, c'est surprenant. J'ai pas réussi à le voir encore. Pourquoi tu l'as pas vu ? Je sais pas où est-ce qu'il est surtout. Il se cache ? Oui, un peu, oui. Les naissances de bébés ours bruns sont très rares en France, mais une chose est sûre, cette petite boule de poil est bien partie pour être la star de la saison. À l'origine du surréalisme, on trouve un groupe de jeunes lycéens qui se sont rencontrés à Nantes et dont une figure est assez importante puisqu'il s'agit de Jacques Vacher. On peut dire que le groupe des Sards contient en germinescence le surréalisme dans la mesure où ils vont, comme le surréalisme plus tard, expérimenter par exemple l'écriture automatique. Comme sous la dictée de l'inconscient, tout ce qui leur vient à l'esprit et donc en fait inaugurer ce qui allait devenir quelques années plus tard un des principes clés de l'écriture surréaliste, c'est-à-dire l'écriture automatique. Mais il y a aussi cette manière de porter la révolte. Une révolte teintée d'anarchisme, teintée d'antimilitarisme, une volonté d'émancipation. Le moment qui va être vraiment capital, c'est un moment de transmission. C'est-à-dire que Jacques Vacher va transmettre à André Breton l'héritage des Sards, l'héritage de leur groupe. Et cette rencontre, elle se produit à l'hôpital de Nantes, actuel lycée Guisteau. Ce moment va être une vraie épiphanie pour André Breton. Il va être subjugué par Vacher. Breton publiera plus tard une anthologie de l'humour noir, et dans cette anthologie, Jacques Vacher y aura une grande place.
Il est en campagne contre l'INSEE et ses estimations. Selon elle, à 18 habitants près, Saint-Colomban va passer à côté d'une aide de l'État, une aide réservée aux communes rurales, plus de 162 000 € en moins dans le budget de la commune, pour une estimation que le maire conteste formellement. On nous compte 42 habitants par an de plus, de moyenne actuellement, alors qu'on a au moins 35 naissances. Et on a, cette année, je crois que ça va être 15 ou 19 permis de construire. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et selon les élus de la commune, ce manque à gagner pèsera forcément sur la politique jeunesse et l'aide aux associations locales. Ça serait catastrophique. On a un budget d'à peu près 300 000 € par an, dont un tiers financé par la commune, un tiers par la CAF, un tiers par les familles, en gros. S'il y a un tiers qui diminue, il va falloir qu'on reprenne ailleurs. C'est pas la CAF qui augmentera, donc ça va être soit sur les familles, soit je sais pas. Des craintes également pour les investissements prévus par l'équipe municipale et même pour la gestion quotidienne de la bibliothèque actuellement en travaux. On va plus pouvoir embaucher avec 162 000 € en moins, c'est-à-dire que c'est 4,5 équivalents temps plein qu'on nous enlève aujourd'hui. Patrick Bertin a alerté l'INSEE, la préfecture, les parlementaires du département, le ministère de l'Intérieur et même le président de la République. Rien à faire. L'ultime solution, la mobilisation des habitants. Un rassemblement est prévu le 4 mars, soit une dizaine de jours avant le vote du budget par le conseil municipal. Que les habitants de Loire-Atlantique se rassurent, leur eau du robinet ne comporte aucun risque pour la santé. C'est l'UFC Que Choisir qui l'assure après avoir analysé les relevés de l'Agence régionale de santé pendant 2 ans et demi. Nous avons une eau de bonne qualité en Loire-Atlantique, globalement. Plus de 95% des habitants de la Loire-Atlantique ont une eau de bonne qualité, potable, mais c'est inégal. Certaines zones, donc certains habitants, ont une eau potable qui présente des caractéristiques préoccupantes en termes de qualité. Une qualité d'eau médiocre due notamment aux pesticides utilisés dans l'agriculture. Dans le département, 16 communes sont touchées, dont Blain, Derval, Nord-sur-Erdre ou encore Saint-Philibert de Grandlieu. Dans ces 16 communes, les normes de qualité, c'est-à-dire la limite qui est autorisée de présence pour considérer que l'eau soit potable, est dépassée. Et donc derrière, les distributeurs d'eau doivent mettre des plans d'action pour éliminer ces pesticides. Cette pollution aux pesticides a un impact non pas sur la santé, mais sur le goût de l'eau potable et la facture du consommateur. Plus la qualité de l'eau doit être le résultat de traitement, d'assainissement, plus cela coûte cher. Et ça, c'est le consommateur. Ce sont les ménages qui supportent à plus de 80% le coût de nettoyage de l'eau potable. Autrement dit, les agriculteurs et l'industrie polluent, et les ménages payent le nettoyage de ces pollutions. Malgré cette situation, l'UFC Que Choisir invite les habitants du département à privilégier l'eau du robinet plutôt que celle en bouteille, beaucoup plus chère et polluante. 6 scooters partis en fumée. Dans la nuit de mardi à mercredi, des locaux de l'association Saint-Benoît-Labre ont été endommagés par un incendie. Les dégâts sont conséquents. On vient d'apprendre que ça a donc tout brûlé, on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus louer de scooters aux gens qui en ont besoin. Comme tout a brûlé, que ce soit notre cours de code, notre atelier de réparation ou de maintenance, là on est quand même sous le choc puisque on ne peut plus répondre. Cet espace accueillait le dispositif Locamob, mis en place il y a 1 an et demi par l'association. Ce dispositif qu'on appelle Locamob avait pour vocation, il a toujours pour vocation, de louer un scooter à toutes les personnes à faibles ressources pour leur permettre encore une fois d'effectuer des missions intérim, un contrat CDD ou CDI, un stage ou une formation. Malgré le choc, l'association est déjà en ordre de marche pour reprendre ce service le plus rapidement. Tout de suite se réorganiser de façon à pouvoir reprendre l'activité, donc pouvoir refournir des scooters de location aux usagers. Donc c'est déjà en route, ça devrait se faire dès le début de la semaine prochaine. Une expertise a été sollicitée par le parquet et l'enquête a été confiée aux policiers de la cellule de lutte contre les incendies. Pour le moment, la piste de l'incendie volontaire semble privilégiée. Un appui long pour enclencher le moteur et c'est parti, fini le coup de chaud dans la montée. Le vélo à assistance électrique vous facilite la tâche. Ce mode de déplacement économique et écologique fait de plus en plus d'adeptes.
Alors, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'on est sur une pratique qui est en train de se généraliser. Il y a encore quelques années, le vélo à assistance électrique, c'était qualifié de vélo de feignant. C'était réservé plutôt pour les seniors. La tendance du marché est entre plus 25 et plus 30% chaque année, depuis quelques années. Logiquement, le magasin Bike Center suit cette tendance, ouais. Une tendance qui pourrait encore s'accélérer avec le bonus vélo. Cette nouvelle mesure du ministère de l'écologie permet aux nouveaux acheteurs de vélos à assistance électrique de recevoir une aide. Elle équivaut à 20% du prix de vente pour un montant maximal de 200 €. Dans la métropole nantaise, ce type d'aide existe déjà, mais elle est accordée uniquement aux salariés des entreprises signataires d'un plan de mobilité. Là, l'aide, elle est pour tout le monde, que vous soyez senior, retraité, étudiant, vous avez le droit à cette aide. On attendait que ce soit mis en œuvre assez rapidement pour qu'on montre à tous les personnes que le vélo à assistance électrique est un moyen de transport au même titre que la voiture et que les deux roues motorisées ou électriques. Et si vous souhaitez bénéficier de cette nouvelle aide pour acheter un vélo à assistance électrique, il suffira de vous connecter sur le www.asp-public.fr à partir du 1er mars prochain. L'archéologue, la première chose qu'il fait pour commencer la fouille, je vous ai dit, c'est utiliser un tractopelle, une pelle mécanique pour enlever la terre végétale. Donc là, hop, c'est ce qui va se passer, je vais enlever la terre végétale. Et ensuite, il n'y a plus qu'à creuser, gratter, fouiller. Les enfants adorent. Cet atelier archéologie, c'est l'une des grandes réussites du chronographe de Rezé. L'archéologie, ça fait rêver. Il y a souvent, on s'imagine trouver des aventuriers solitaires, trouver des choses merveilleuses. Donc l'archéologie, ouais, ça fait vraiment rêver. Et puis ça renvoie aussi à nos racines, à notre histoire, à notre passé. Et ça interroge beaucoup les enfants qui sont dans une période où ils pensent gaulois, chevaliers, princesses, etc. Et dans la partie musée, le succès du chronographe ne se dément pas, surtout dans cette période de vacances scolaires. Dans les différents espaces, l'archéologie se découvre en s'amusant et les enfants se perdent même dans la foule. À vrai dire, ils sont partis je ne sais où, les deux grands, et puis la petite me suit et elle adore manipuler, explorer, toucher, faire les différentes expériences. Donc non, elle adore. C'est bien présenté, c'est très attractif parce qu'il y a tous ces petits espaces ludiques qui sont très intéressants. Bon, c'est bien, c'est une belle œuvre. On essaie de faire parler les objets de manière ludique, interactive, immersive, et c'est ce qui ressort des visites, des retours des visiteurs, c'est ce qu'ils apprécient particulièrement, et puis cette utilisation du numérique pour réussir à se projeter dans la vie quotidienne des habitants de la ville de Raciatom. Pour découvrir ce lieu, n'oubliez pas la patience, jusqu'à 1 heure d'attente. En moyenne, le chronographe reçoit plus de 600 visiteurs par jour.